Chers élèves, bonjour. Bienvenue à ce nouvel audio cours. Et bien voilà, notre ministre a parlé, et dans quelque chose qui s'apparente à mon sens à de la sagesse, mais on peut ne pas partager mon point de vue, il a décidé de supprimer les épreuves écrites du baccalauréat et de très nombreuses épreuves orales. C'est sans doute plus sage, au vu de la difficulté à rassembler des élèves, du temps qu'il faut pour planifier tout cela. J'imagine que pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas des notes excellentes au contrôle continu jusqu'à présent, c'est plutôt catastrophique qu'autre chose. Je vais pas faire mon prof de morale, vous êtes peut-être déjà suffisamment meurtri pour en plus vous payer une pommade inutile, et c'est pas en remuant le couteau dans la plaie que ça va améliorer les choses. Ceci dit, rien n'est joué, parce qu'évidemment on réfléchit à comment on va s'organiser. Je vous rappelle que les dossiers scolaires vont évidemment être beaucoup plus étudiés cette année qu'ils n'ont pu l'être toutes les autres années, et qu'à défaut de notes, pour l'instant, puisqu'on n'a pas le droit de vous noter, mais noter c'est pas forcément l'évaluation, ce n'est pas qu'une note. Et donc, comme je vous l'avais dit, moi mon critère d'évaluation c'est la capacité que vous aurez à prendre une trace écrite du cours, la prendre en photo et me l'envoyer dans vos cahiers. Et c'est à partir de cela que je noterai l'assiduité et l'investissement, en plus de tout ce qui a été fait dans l'année. Il y a plusieurs d'entre vous qui se sont déjà très investis tout au long de l'année, donc cela ça sera du bonus en plus. Et pour ceux qui étaient peut-être un peu en dilettante, eh bien c'est un moyen de rapidement se racheter et de me faire incliner vers une appréciation beaucoup plus en leur faveur. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je partage votre désarroi, moi aussi je suis confiné. Certains d'entre vous donc n'auront pas eu lieu le grand exercice du bac et se lanceront directement dans les études supérieures et leur premier partiel sans avoir fait les épreuves du bac, c'est comme ça. Ça sera collector entre guillemets plus tard, vous ferez partie de la génération qui a eu son bac l'année du coronavirus, et vous aurez toujours quelque chose à raconter. Je sais que ça va pas vous remonter le moral en ce moment, mais c'est comme ça. Voilà. Je ne pourrais pas changer les choses à moi seul, sinon il n'y aurait pas eu de coronavirus du tout. Parce que à titre personnel, ça m'affecte beaucoup et je suis pas là pour raconter davantage ma vie quand c'est un peu trop personnel. Pour raconter les films que j'ai vus, où est-ce que j'ai voyagé, ça paraît évidemment moins à conséquence. Bon, alors, nous avons clos la première partie, une première partie qui portait sur, voilà, je suis perdu dans mes fiches, sur le continent américain, et la suite du... Alors normalement la semaine dernière vous avez fait 2 croquis, vous avez fait du coloriage, enfin recopier l'information sur un fond de carte. C'était aussi l'occasion pour vous de localiser une grande partie de l'information, c'est aussi apprendre, ça l'est un peu moins en France, mais le processus d'apprentissage, il est quand même en grande partie est lié à une opération de reproduction. Dans les arts martiaux, on reproduit à l'identique les gestes pour bien s'imprégner de ceci. Voilà, alors on va attaquer la deuxième partie. Alors je cherche le titre exact de la deuxième partie, et évidemment c'est toujours au moment où on le cherche qu'on ne trouve pas. Voilà, je vous apprends rien. Donc le deuxième partie, c'est l'Afrique, le continent africain, je sais plus exactement c'est quoi. Enfin bon, bref, de toute façon ça va pas changer la face du monde. Vous avez qu'à marquer partie 2. Le continent africain, inégalité et développement. Voilà, ça c'est passe partout, ça passe bien. Le continent africain, inégalité et développement. Donc on va me noter ça comme titre de partie. Il y aura plusieurs déclinaisons, il y aura un croquis dans cette partie.
Et puis, donc tout commence par une étude de cas, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, double cours d'aujourd'hui. Ensuite, en grand B, on parlera du continent africain face au développement et à la mondialisation. Et ensuite, je sais plus s'il y a un grand C. Voilà. Je crois pas. Je crois que j'avais fait un énorme grand B qui permettait de tout dire. Et que du coup, j'avais pas prévu de grand C. Voilà, c'est bien. Déjà que les cours, vous les trouvez parfois trop longs. Si en plus je radote au milieu, vous êtes un peu perdu. Non, bon bah je crois que c'est tout. Et après nous passerons au continent asiatique en commençant par Mumbai. Alors on y va. Grand A, étude de cas, le Sahara. Notre problématique, qu'est-ce qu'on se demande? On se demande de quels atouts dispose le Sahara et quelles tensions l'affectent. Voilà, ça c'est notre problématique. On va découper le plan en 3 parties, qui elles-mêmes seront subdivisées en 3 sous-parties. On va travailler sans diapositive, là, essentiellement avec votre manuel. Et puis on ira parfois un petit peu plus loin que, enfin, j'irai dans des voies pour lesquelles j'ai pas de documents à mobiliser. Et puis on peut faire pour une fois sans diapositive aussi, après tout. Ma voix et mes explications peuvent être porteuses d'informations et vos oreilles sont toutes oui, bien sûr. Alors, on attaque le petit 1. Le Sahara, un espace contraignant, mais disposant de ressources convoitées. Voilà, ça c'est la première partie. Premier point, le Sahara, un désert. Pour évoquer ce désert qu'est le Sahara, on va se plonger dans le document 1 de la page 258. Voilà, vous avez regardé le document. Le Sahara, c'est un espace peu peuplé. C'est le principe du désert, hein, un espace vide d'hommes. Il peut y avoir des déserts chauds, des déserts froids, ça peut être... alors on en parle rarement, on dit rarement qu'une forêt est un désert, mais il y a des forêts comme la forêt amazonienne qui sont quand même des espaces très peu densément peuplés. Et ben, le Sahara, qui est un espace hyper aride, on va y revenir, il est peu peuplé. Bon, peu peuplé, c'est à relativiser. Dans l'absolu, il y a quand même 7 millions d'habitants. Si on exclut la vallée du Nil, parce que si on inclut la vallée du Nil, on est à 10 millions, parce que la vallée du Nil, à elle toute seule, c'est 3 millions d'habitants hein, dans la zone saharienne. Bon, maintenant si on ramène tout à la taille du Sahara, évidemment, c'est 7 millions d'habitants, ça fait peu. Pourquoi? Parce qu'on est dans une bande, une large bande, une immense bande, qui fait 8,5 millions de kilomètres carrés quand même. Hein. Et ce qui la caractérise, c'est son aridité. En fait, il pleut très peu, évidemment. Et pourquoi? Parce qu'on a un immense anticyclone qui est présent constamment en lien avec des cellules climatiques. Je vais pas vous faire un cours de climatologie ici, mais il y a un grand anticyclone qui est quasiment tout le temps présent sur le Sahara avec de l'air ascendant. De l'air descendant. Bon, voilà, je sais plus. Donc je vais arrêter tout de suite l'hécatombe. Et en fait, il pleut très très peu. Hein, 100 mm par an au nord, un petit peu plus au sud du Sahara, on est entre 100 et 200 mm de précipitations par an. Mais ces précipitations, il faut comprendre qu'elles sont non linéaires, c'est-à-dire qu'il pleut pas, on n'a pas une ligne de pluie continue qui progresse comme on est habitué en Normandie. Hein. C'est-à-dire que les précipitations, non seulement elles sont exceptionnelles, et quand il pleut à un endroit, parfois 200 mètres plus loin, il pleut pas du tout. Et ces pluies, elles se renouvellent pas avec une fréquence usuelle. C'est-à-dire qu'il pleut pas, il pleut d'un coup, et puis il va pas pleuvoir pendant 7,
Enfin 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon, en général c'est plutôt des fréquences de 4, 5, 6 ans. Alors bon là vous n'êtes pas obligé de le noter, mais on a un cycle de la nature qui est très rapide dans le Sahara. C'est-à-dire qu'en fait dans ce sable il y a plein de graines, et s'il pleuvait régulièrement, le Sahara, comme tous les espaces du monde, il verdirait. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe quand il pleut. Quand il pleut, c'est le désert il devient magnifique parce qu'il devient peuplé de plantes qui ont une durée de vie très courte. En fait, elles ont une croissance rapide, et puis elles font leurs graines et elles meurent, desséchées, et puis ces graines, elles sont prêtes à regermer à la prochaine précipitation, 3, 4, 5, 10 ans plus tard. Et voir ce désert, c'est un sacré spectacle. Il y a Théodore Monod qui en parle notamment, c'est très intéressant. Bon, je m'écarte du sujet, mais la question du désert et l'approche qu'a Théodore Monod un peu humaniste est intéressante parfois. Voilà. De part et d'autre, bien sûr, du tropique du Cancer pour ses précipitations, c'est vraiment le tropique qui joue ici le facteur différenciant les précipitations du nord et du sud. Les faibles densités, c'est globalement qu'il faut les comprendre. C'est-à-dire que globalement, 7 millions d'habitants pour 8,5 millions de kilomètres carrés, ça fait pas beaucoup d'habitants. Mais il faut bien comprendre qu'on a donc on a finalement moins d'un habitant au kilomètre carré, si on fait le calcul. Mais en réalité, on n'a pas cette moyenne qui est constante sur la totalité de l'espace saharien. Pourquoi ? Parce qu'on a des concentrations très fortes à certains endroits. On a des villes oasis, et dans ces villes oasis, il y a une concentration et une densité qui est forte. C'est le cas par exemple de Sebha, en Libye. Alors Sebha, c'est S-E-B-H-A, où on va retrouver 100 000 habitants. Dans cette ville oasis, on a une densité qui est forte. Culturellement, ce désert, on y retrouve une population qui est très diverse, qui est en croissance dans la partie nord, notamment en lien avec l'exploitation des ressources, et notamment des ressources énergétiques et souterraines, on va y revenir. Le deuxième point, la ressource hydrique. Bon, on est dans un espace, on a dit, où il pleut quasiment pas. Et comme il pleut quasiment pas, l'eau c'est une ressource très importante. En fait, on a une nappe aquifère fossile qui alimente l'agriculture moderne irriguée. En fait, on est, vous l'avez vu en seconde, dans des nappes non renouvelables qui sont présentes à l'intérieur de la croûte terrestre, et il suffit de forer, d'en extraire cette eau, et on peut l'utiliser. Évidemment, le problème c'est qu'elle est non renouvelable, ou quasiment pas renouvelable, si on veut vraiment rentrer dans les détails. Mais elle permet de faire une agriculture, et on assiste, on peut observer dans le désert saharien des champs circulaires. Pourquoi ? Parce qu'on a un bras automatisé qui tourne de façon circulaire, donc ça fait comme un disque vert au milieu du désert. On a aussi des rivières artificielles en Libye qui sont liées de cette exploitation des nappes fossiles. Et il y a à cet égard, on peut, au travers de la ressource hydrique qui est exploitée, voir le Sahara comme un front pionnier agricole, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut faire des projections agricoles. Dans le même temps, c'est aussi un espace de conquête pour l'exploitation d'une énergie, elle, renouvelable, l'énergie solaire, à condition d'avoir des hommes qui sont présents sur place régulièrement pour nettoyer les plaques photovoltaïques, parce que la poussière obstrue une partie de la luminosité et réduit la capacité énergétique de ces panneaux. Et puis il faut pas l'oublier, c'est ce qu'illustre le document 10 de la page 262. Le désert, il offre aussi des opportunités touristiques. Bon. Évidemment, il y a moins de gens qui vont faire une croisière dans le Sahara que de gens qui vont faire une croisière en Méditerranée ou dans le bassin des Caraïbes avec un bateau de croisière, mais il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par l'expérience du désert
et qui en font un voyage. Voilà, donc le désert en cela il attire, et l'eau c'est bien la première des ressources, mais on l'a vu, il y en a d'autres. Troisième point, des ressources énergétiques et souterraines variées. Ressources énergétiques et souterraines variées. On va s'intéresser à 3 documents qui sont dans notre manuel, la double page 258-259, c'est les documents 2, 3 et 5 de cette page 258-259, et nous permettent de prendre conscience que les ressources du sous-sol, elles sont d'abord inégalement réparties. On a des hydrocarbures en Algérie, en Libye, en Égypte. Au Niger, on a des quantités importantes d'uranium. Alors les hydrocarbures, on en a aussi dans le nord du Nigeria. On a des phosphates au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, on trouve du fer. Et leur exploitation, elle a lieu dans le désert, c'est-à-dire loin des lieux de consommation. Donc finalement, ces exploitations souterraines, enfin des ressources du Sahara, elles génèrent peu d'emplois pour les locaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est essentiellement des emplois de population qualifiée, et c'est souvent des expatriés qui viennent travailler dans des concessions qui appartiennent elles-mêmes, bien souvent, à des firmes transnationales étrangères, européennes. On peut penser par exemple au groupe Areva qui exploite l'uranium. On a les Brésiliens aussi qui sont dans la boucle avec l'entreprise Vale. Rappelez-vous, on a parlé de l'entreprise Vale, donc l'entreprise Vale elle essaye de décrocher des contrats d'exploitation. Et ces ressources, elles jouent un rôle clé dans les revenus des États. Ce qui n'empêche pas à certains de ces États, et notamment le Niger par exemple, de rester dans la liste des pays les moins avancés de la planète. Voilà, on a vu ici que le Sahara c'était un espace contraignant, mais disposant de ressources convoitées. Parlons maintenant, dans une deuxième sous-partie, du Sahara, un espace géopolitiquement fragmenté et parcouru par un nombre croissant de flux. D'abord, on va voir que c'est un espace politiquement divisé. C'est notre premier point. Et pour ce premier point, on va se plonger dans un premier document, le document 6 de la page 260. Le Sahara. Vous avez regardé le document, le Sahara, on y retrouve 10 États indépendants, mais dont les centres politiques, ils sont en dehors du Sahara. Et pourquoi ces États ils s'intéressent au Sahara? Bon, d'abord pour des raisons politiques et symboliques. C'est-à-dire que on veut un territoire, et plus le territoire est grand, plus c'est important, et voilà parfois pourquoi on a l'impression de se battre pour des grains de sable. Et en fait on se bat pas que pour des grains de sable, et c'est comme se battre pour de l'eau. Bon, même si là on va pas pêcher au milieu du Sahara, mais il y a peut-être des ressources inexploitées qui sommeillent dans le sous-sol. Donc il y a la raison politique, la raison symbolique, je veux un territoire, puis il n'est pas question que j'en cède 1 centimètre à mon voisin. On s'intéresse au Sahara pour des raisons stratégiques, le contrôle du territoire national. On s'y intéresse aussi pour des raisons économiques, les ressources qui peuvent y être présentes, et puis pour des questions qui sont aussi parfois démographiques liées au contrôle des populations et leurs déplacements, et dans un duo qu'on oublie souvent mais qui est propre à l'espace saharien et que développe un géographe comme Denis Retailleau, c'est le doublon que représentent les nomades et les sédentaires, le pasteur et l'agriculteur entre guillemets, dans certaines zones sahéliennes pour le coup plus que sahariennes, dans ces zones tampons qu'il y a entre les deux.
Les divisions frontalières, elles relèvent d'un découpage colonial qui a divisé un espace qui fonctionnait historiquement davantage comme un ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, au Moyen-Âge, par exemple, le commerce, il était très actif le long des routes caravanières méridiennes hein, qui sillonnaient du sud au nord et du nord au sud, bien sûr. Le Sahara, qui était une sorte de mer, une mer de sable, hein, sillonnée par des voyageurs commerçants, des nomades, comme les Touaregs hein, notamment, et que les États cherchent aujourd'hui à sédentariser, ou du moins pour lesquels ils encouragent la sédentarisation, alors que ce qui les caractérise, c'est justement la mobilité, et se sentir attaché à un État, pour certains, c'est encore un peu compliqué, entre guillemets. C'est-à-dire que ça répond pas à leur modèle de vie de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vivent pas l'espace par surface, ils vivent l'espace par des points qui sont reliés entre eux dans un réseau, et ils se sentent pas attachés à un espace contigu qui s'arrêterait à un endroit parce qu'on a fixé une ligne. Bon, tout ça c'est passionnant, ça serait de la géographie sur laquelle on pourrait s'attarder, mais nos programmes sont souvent plus matériels que culturels. Passons. Au moins, on l'a évoqué. Donc, ces frontières, elles sont liées à un découpage colonial, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas pour les États dont les frontières existent aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent et ils sont attachés, ces États, à ces frontières coloniales qui sont, comme vous pouvez le voir, sur le document, tracées comme des traits qui peuvent sembler rugueux et ne pas correspondre à l'image idéalisée qu'on se fait de la frontière, en oubliant que nos propres frontières nous-mêmes, européennes par exemple, sont aussi des frontières artificielles et créées par les hommes à des moments donnés, dans des contextes donnés. Deuxième point, les volontés d'intégration. Volonté d'intégration, on peut l'illustrer, ces volontés d'intégration, au travers du document 9 de la page 262. On est face à des États qui ont amélioré l'encadrement administratif. Ils ont promu des villes-centres, ils ont multiplié les équipements de transport terrestres, les équipements de transport aérien, dans une volonté, celle d'intégrer les espaces sahariens et sahéliens à leur territoire national. Et dans cet objectif, il y a la volonté qui est manifeste, c'est celle de mettre en réseau, de relier principalement par la route, ces espaces, qui sont des espaces enclavés, hein, au reste du territoire national, et par extension, être relié au territoire national, c'est être relié aussi au monde. La communauté internationale, elle promeut, elle fait la promotion elle aussi de ce modèle auprès des États, dans une autre finalité, c'est-à-dire qu'elle, ce qui l'inquiète, c'est l'instabilité politique qui peut émerger à l'intérieur de cet espace saharien, et donc plus il est connecté au reste, moins il est enclavé, et plus il est contrôlable. Et plus il est contrôlable, moins il est instable politiquement. Et c'est le cas, par exemple, pour le sud du Sahara, et on va y revenir, et le risque terroriste qu'il peut représenter. La réactivation des flux, c'est le troisième point de cette deuxième partie. Réactivation, ça sous-entend qu'ils ont été présents précédemment. Depuis les années 90, on assiste, alors ça fait une trentaine d'années maintenant, hein, on assiste à une réactivation des échanges transsahariens. C'est eux qui bénéficient des différences de richesse qui existent entre les États sahéliens qui sont au sud et les États du Maghreb qui sont au nord. Le Maghreb étant plus riche que l'espace des États sahéliens. En fait, on a les carburants du nord qui sont échangés contre les produits agricoles du sud.
Ce qui est échangé aussi, ce sont des produits de contrebande. Hein. Tout ne passe pas que par des flux légaux. Ensuite, parmi les flux, eh bien, il faut aussi citer les flux de migrants. Et ces flux de migrants, eux, ils ne vont pas du nord au sud. Ils vont du sud vers le nord. Sauf que ce transit de migrants, lui, il est contrarié d'une certaine façon, notamment par l'Union européenne, donc par un État par une institution qui n'a pas pignon sur rue avec le Sahara, et qui subventionne des programmes qui sont conduits par des États qui, eux, sont des États sahariens, notamment au travers du programme Frontex, F-R-O-N-T-E-X, dans l'objectif de surveiller cette frontière. C'est-à-dire qu'en fait, on a des États qui font le travail de frontière de l'Union européenne, au nom de l'Union européenne, et qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont payés par l'Union européenne pour le faire. Ça tombera pas plus bas. On passe à la dernière sous-partie. Enfin, la dernière partie, pardon. Un espace soumis à de multiples tensions et conflits. Et d'abord, la première sous-partie qu'on va voir, des conflits liés aux ressources. Des conflits liés aux ressources. Le document qui nous intéresse ici, c'est le dernier document qu'on va évoquer, c'est le document 8 de la page 261. Ça y est, vous avez étudié le document. Eh bien, qu'est-ce qui mérite d'être noté quand on parle des conflits qui sont liés aux ressources? D'abord que les grands bénéficiaires, ce sont les États et les firmes transnationales qui peuvent exploiter les ressources en hydrocarbures. Même si, évidemment, il y a des désaccords sur la répartition des revenus. C'est-à-dire que bien souvent, les États trouvent que les firmes transnationales étrangères qui viennent s'implanter sur leur territoire, elles s'arrogent une partie trop grande du butin, entre guillemets, inhérent à l'exploitation. En général, pardon, je viens de taper dans le micro, ça a dû vous perturber un peu. C'est pas politiquement correct de le dire, mais les États qui ont des sièges sociaux de firmes transnationales qui exploitent ces ressources, ils ferment les yeux sur certaines pratiques de ces firmes transnationales qui vont parfois arroser politiquement le ministre de l'exploitation minière ou le ministre d'exploitation des hydrocarbures pour s'arroger des droits d'exploitation plus importants ou avoir un contrat plutôt qu'une autre entreprise. Voilà. Donc c'est des sources de tension et c'est aussi parfois des sources d'instabilité à l'intérieur des États. C'est-à-dire que parfois les firmes transnationales elles peuvent être tentées de subventionner un candidat à une élection présidentielle plutôt qu'un autre pour être celui qui va exploiter les ressources. Bon, en même temps les firmes transnationales et les gens qui réalisent ce type de pratique, ils mettent jamais tous leurs œufs dans un seul panier. C'est-à-dire qu'en général leur stratégie c'est un peu de financer tout le monde pour essayer de gagner sur tous les tableaux. Voilà, donc ça c'est la petite parenthèse. Et on a aussi des conflits qui se développent aujourd'hui entre des États en raison de l'eau, hein, par exemple. C'est le cas entre l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie. Puis on a des conflits pour le pétrole aussi, hein, et qu'on générait parfois la scission en deux des États. On a maintenant un Soudan puis un Soudan du Sud, hein, par exemple, qui peut être cité, même si ce n'est pas que pour les ressources qu'il y a conflit. Deuxième point, hein, on passe d'un espace soumis à de multiples tensions, et bien le deuxième point, des conflits liés à des frontières contestées. Donc je vous ai dit tout à l'heure que ces frontières elles sont anciennes et qu'elles sont globalement acceptées ou remises en cause. Eh bien,
revenons sur les contestations. Entre l'Algérie et le Maroc, par exemple, en 1963, s'est déroulée la guerre des sables. Et puis on a un autre conflit entre le Tchad et la Libye qui a duré 2 ans, en 86-87. Et puis on a toujours un différend au Sahara occidental qui s'étale depuis 1991. Et on peut noter des interventions militaires étrangères qui sont aussi liées au débordement des conflits locaux, en Libye en 2011 par exemple, et puis au Mali en 2013. Donc on a des conflits qui sont liés à des frontières contestées et à une certaine instabilité politique. Voilà, difficile de rentrer plus dans le détail. Il y a de nombreux articles qui en parlent. Si vous lisez si vous consultez des articles du Monde diplomatique ou du Courrier international, vous aurez des illustrations de ces conflits liés à des frontières contestées. C'est des articles souvent intéressants dans le Courrier international, c'est abordable maintenant. Certains d'entre vous sont déjà majeurs, voteront aux prochaines élections, ou ont peut-être déjà voté aux élections où finalement c'était dangereux d'aller voter, peut-être, ou pas. En tout cas, on pourra en discuter et on en discutera longtemps. Le dernier point, des conflits internes au territoire national. Ce sont les plus nombreux. Et ce sont ceux qui mobilisent aussi des acteurs étrangers. On a les nomades qui s'opposent à l'État, à l'existence de l'État, et aux intérêts étrangers, et c'est le cas par exemple des Touaregs, du Mali et du Niger. Donc il y a eu des révoltes très violentes des Touaregs qui ont existé, et qui donnent de l'instabilité à ces espaces. On a aussi les Sahraouis, alors S-A-H-R-A-O-U-I-S, du Sahara occidental, qui sont opposés à l'annexion par le Maroc. Donc là, on a des cas d'opposition de nomades à l'État. On a aussi des populations du sud et du nord du Mali qui s'affrontent à l'intérieur d'États du sud saharien, comme au Tchad et au Soudan, d'où l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Et puis une autre cause qu'on peut citer, c'est aussi le développement du commerce clandestin, tout comme l'activisme terroriste islamique qui s'est développé notamment avec le groupe AQMI au Mali, Al-Qaïda, le Al-Qaïda africain entre guillemets, qui s'est développé et on retrouve je sais pas si vous vous rappelez de cet enlèvement massif qui avait été organisé par une cellule terroriste au nord du Nigeria il y a plusieurs années. Barack Obama avait pris parti pour ces jeunes filles qui avaient été enlevées, et donc il y a encore au Nigeria des troubles liés à l'existence d'un groupe terroriste islamique. Alors concluons maintenant cette étude de cas sur le Sahara. Alors je vous mettrai en lien dans le cahier texte plusieurs vidéos intéressantes à regarder pour approfondir la question propre au Sahara. C'est un cours de 2 heures ici. Si on avait été en salle de classe, on aurait pris beaucoup de temps à exploiter les documents. Il faut que vous continuiez à travailler cette compétence. On était parti pour s'entraîner de plus en plus avec beaucoup d'assiduité à l'étude de documents. Vous étiez en train de passer le cap en composition, les dernières compositions que vous aviez livrées, c'était très intéressant. Il manquait encore un petit quelque chose dans l'étude de documents. On va se garder sous le coup de la possibilité de pouvoir continuer à les travailler pour ceux qui voudront continuer à travailler cette compétence. Donc concluons.
Qu'est-ce qu'on peut noter? On se demandait de quels atouts dispose le Sahara et quelle tension l'a fait. Le Sahara, il possède des atouts qui sont insuffisamment exploités. Le Sahara, il souffre de problèmes politiques qui freinent son développement. Le Sahara, il fait face à une certaine absence de concertation transnationale. Il est l'objet de convoitises internationales de la part des acteurs économiques et d'une instrumentalisation politique de l'enclavement, comme de l'abandon de ces espaces qui participent aussi à en faire un espace de tension. Voilà, donc ça peut vous sembler assez bref par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent ici. Voilà, c'est comme ça. Parfois c'est long, parfois c'est moins long. Reste que ça fait le cours du lundi et du mardi, avant qu'on attaque jeudi notre grand B. Il y a beaucoup c'est très intéressant d'étudier cet espace-là. Bon, c'est peut-être d'autant plus intéressant à mes yeux que le laboratoire pour lequel j'ai travaillé, même si je suis pas du tout allé au Sahara, moi, a été spécialisé au début sur cet espace-là. Donc j'ai eu dans ma formation d'immenses chercheurs comme Denis Retailleau qui ont travaillé sur la question. Michel Le Sourd aussi a fait des travaux intéressants sur l'espace saharien, du moins plusieurs de ces publications ont retenu mon intérêt. Il y a un climatologue aussi qui était au laboratoire de Rouen, Michel Rass, qui a travaillé sur la paléoclimatologie, les Dogons et le rapport culturel qu'ils ont au climat et au milieu qui est tout à fait particulier, qui mérite d'être cité aussi. Et puis avant, moi je l'ai pas connu, mais ma mère l'a connu. Ça voilà, je raconte ma vie, puisqu'elle travaillait aussi elle a fait ses études de géographie elle aussi à Rouen, vous voyez, comme quoi ça se transmet parfois de génération en génération, 36-15 code ma vie. Et elle a suivi les cours d'un immense enseignant qui était Jean Gallet, qui a travaillé sur le delta intérieur du Niger et qui montrait la capacité de plusieurs peuples, entre guillemets, pour simplifier les choses, d'habiter dans un même espace mais en l'habillant différemment. Et le Sahara, il nous invite à revisiter notre géographie très très culturellement marquée, mais on a du mal à oublier que notre géographie elle est culturellement marquée, et on a tendance à penser que tous les espaces sont vécus et intériorisés par leurs habitants de la même façon que nous. Et au Sahara, il y a une autre façon de vivre l'espace, et ce couple nomade sédentaire, il donne un autre éclairage aux réalités de l'appréhension et au partage de l'espace avec ces nomades qui vont aller de point en point et qui vont créer un territoire, mais un territoire qui n'est pas constitué par la terre, mais vraiment par une sorte de toile d'araignée qu'ils déploient de point d'eau en point d'eau, de campements en campements, et leur géographie elle est enrichissante à découvrir. Voilà. Donc je vais essayer de vous la faire découvrir au travers des différents liens vidéo vidéo et de lecture qui seront joints au cahier de texte et qui vous aideront pour vos études supérieures. Voilà, merci de votre attention. Sachez que vous me manquez et que je ne sais pas si on se reverra en dehors du cadre, dans le cadre scolaire d'abord, hein. Peut-être qu'après, à un moment donné, nos parcours se croiseront, et ça c'est une autre question. Et je croise encore de temps en temps des élèves au supermarché, c'est toujours un plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à enseigner avec vous, et j'espère qu'on va prendre plaisir encore à faire des vidéos jusqu'à la fin de l'année. Voilà, bonne
journée à vous et à bientôt.